Alors, bonjour et bienvenue à cette conférence de presse portant sur la construction d'un immeuble de logements sociaux et abordables, projet issu d'un partenariat novateur. Je me présente, Michel Tisdel, je suis conseiller en gestion des relations médias à la Ville de Lévis. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous recevons le ministre de l'Éducation, ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches et député de Lévis, M. Bernard Drainville, le député de Louis-Hébert, M. Joël Lightbound, et M. le maire de Lévis, M. Gilles Lehoulier. Ils vont présenter ce projet. Pour l'occasion, ils seront accompagnés de Mme Caroline Soriol, présidente directrice générale de Mission Unité Aînée, ainsi que de M. Gérard Truchon, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Lévis. Nous passerons ensuite à la période de questions et à la période de photographie officielle. Donc, pour les journalistes, dans le fond, l'animation, la période de questions sera animée par M. Antoine Deladurantais du cabinet du ministre de l'Éducation. Donc voilà, sans plus tarder, je cède la parole à M. le ministre, M. Bernard Drainville. Merci beaucoup. M. Lightbound, content de vous retrouver à Lévis. Monsieur le maire, de retour de vacances avec des belles couleurs, content de te retrouver, Gilles. Madame Soriol, PDG de Mission Unité Aînée, bienvenue à Lévis, dans le beau comté de Lévis, c'est mon comté. Et M. Truchon, content de vous retrouver également. On s'est vu il n'y a pas longtemps lors de la visite à l'office. 26 février dernier, la ministre responsable de l'Habitation, France-Hélène Duranceau, accompagnée à ce moment-là de représentants du gouvernement fédéral et de Mission Unité Aînée, a procédé à une annonce qui a soulevé beaucoup d'enthousiasme, et avec raison. Elle a annoncé ce jour-là 1000 nouveaux logements sociaux et abordables pour aînés autonomes. Donc, on parle de 10 projets de 100 logements chacun, répartis dans autant de villes, financés par nos gouvernements de Québec et d'Ottawa et bâtis par un organisme qui a été fondé par quelqu'un dont l'expertise dans le domaine est un gage de succès. Je vous parle, bien entendu, de M. Luc Morris. Il se dégageait de cette annonce une vision hors du commun, une vision novatrice, axée sur des résultats rapides et ayant pour but d'offrir des milieux de vie de qualité à nos aînés à faible revenu en particulier. L'annonce comportait aussi une intrigue. Où seront bâtis ces immeubles? Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous annoncer, de vous confirmer que l'un de ces projets, de ces 10 projets, aura pignon sur rue à Lévis. Je laisserai le soin à Mme Soriol, qui est la PDG de l'organisme Mission Unité Aînée, de présenter les détails de ce que l'on retrouvera dans l'immeuble. L'important pour moi, c'est que le tout soit mené rondement, grâce à une vaste expertise que M. Morris met au service de Mission Unité Aînée. En 2026, nous devrions donc ouvrir aux locataires, à des locataires de chez nous, les portes de ce nouvel immeuble pour aînés autonomes. Je veux remercier la Ville de Lévis pour sa généreuse contribution, ainsi que tous les partenaires. L'annonce d'aujourd'hui, c'est le fruit de beaucoup de travail, celui d'Unité Aînée et de M. Morris, je l'ai déjà dit. C'est aussi le fruit du travail de ma collègue, France-Hélène, qui y a cru et qui a porté ce projet au sein de notre gouvernement pour qu'on accepte de sortir du cadre habituel de réalisation des projets. Il y a un caractère très innovant, très novateur dans ce que nous vous annonçons aujourd'hui. Ce projet, je tiens à le souligner, c'est aussi le fruit de l'entente que notre gouvernement et celui du gouvernement du Canada ont concrétisé en novembre dernier pour ajouter globalement 1,8 milliard de dollars pour la création rapide de logements au Québec. Ça montre encore une fois que notre gouvernement a une vision globale des solutions à apporter en habitation. Ça montre aussi qu'on est capable de collaborer, les deux niveaux de gouvernement, pour livrer des résultats à nos populations. Il faut savoir mettre au jeu des idées nouvelles et s'entourer de gens qui ont l'expertise
pour les mener à terme. C'est ce que réalise ce partenariat avec l'organisme Mission d'Unitainés. Et grâce à cette audace, d'ici 2026, notre communauté comptera sur un nouveau milieu de vie pour nos aînés autonomes. C'est une excellente nouvelle et une très, très belle journée pour nos aînés ici à Lévis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Maintenant, je cède la parole à Monsieur Joël Lightbound. Merci beaucoup. Bonjour à tous. D'abord, mes salutations à M. Truchon de l'Office municipal d'habitation, à Mme Soriol de Mission Unitainés. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Salutations aussi à M. Lehouillier, M. le maire, M. Drainville, M. le ministre. Merci de m'accueillir chez vous ici à Lévis. Lévis est magnifique et d'autant plus magnifique que j'ai une belle vue sur mon comté de l'autre côté du fleuve. Ça me fait grand plaisir d'être ici, mais ça me fait encore plus plaisir d'être ici parce que c'est une annonce qui est tellement importante et qui, pour moi, est importante pour plusieurs raisons. Premièrement, je me suis engagé en politique en 2015 parce que j'étais un petit peu désemparé face au désengagement du gouvernement fédéral en matière de logement pendant des décennies consécutives sous des gouvernements libéraux comme conservateurs. Puis on avait l'ambition en 2015 de voir à ce que le gouvernement fédéral se réengage dans le logement et surtout dans le logement social, le logement abordable. C'est un réengagement qui s'accélère au cours des dernières années, qui s'est accéléré avec le plan du logement, le plan canadien du logement, et qui a mené, entre autres, à l'entente dont M. Drainville parlait, avec 900 millions du gouvernement fédéral dans le fonds pour accélérer la construction de logements, qui nous permet d'être ici aujourd'hui et de faire cette belle annonce. Ça me fait grand plaisir de voir à ce que notre gouvernement se réengage en matière de logement. Il y a des besoins qui, on le sait, sont criants. Puis la deuxième raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici, c'est que si on parle beaucoup des difficultés d'accessibilité au logement pour les jeunes, puis c'est très vrai, je l'observe autour de moi, ça fait quand même 8 ans que je suis en politique, mais je reste un jeune député. L'accès à la propriété, c'est un enjeu très réel pour les jeunes. Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a beaucoup d'aînés qui peinent à se loger à juste prix. Puis l'annonce qu'on fait d'aujourd'hui de 23,5 millions du gouvernement provincial, du gouvernement fédéral, de concert avec la Ville de Lévis, avec Mission Unitainés, avec l'Office municipal d'habitation, ça va venir loger plus de 100 aînés à faible revenu, ce qui est une excellente nouvelle pour notre communauté largement ici à Lévis et à Québec. Donc, je suis très heureux de ça. Et finalement, je suis heureux d'être ici parce que c'est un bon exemple, l'annonce d'aujourd'hui, de ce à quoi peut mener une collaboration en différents paliers de gouvernement, avec le communautaire, avec le parapublic. Quand tout le monde rame dans la bonne direction, on est capable de bouger, et de bouger rapidement. On parle d'une construction d'ici 2026. C'est génial. Donc, je pense que c'est un bel exemple pour la suite des choses, alors qu'on fait face à la crise du logement, alors qu'on fait face aux besoins en logement social, en logement abordable. Donc, merci beaucoup. Merci de m'accueillir. Merci beaucoup, Monsieur le député. Je céderai maintenant la parole au maire de Lévis, M. Gilles Lehouillier. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. C'est vrai. Alors, je vais mettre un peu de son, si vous le permettez. Alors, donc, merci beaucoup, M. Lightbound, d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup, Bernard. Merci à Unitainés aussi, avec Mme Soriol. Et je pense qu'on a aujourd'hui une très belle annonce dont on est très fiers. Je veux saluer aussi la présence de notre directeur général de l'Office municipal d'habitation, Gérard Truchon, ainsi que de notre présidente, France Morneau-Boivin, qui est présente ici, et de même que Fleur Paradis, donc la conseillère municipale qui travaille très fort au niveau du logement social. Alors nous, c'est une belle annonce. Ça peut pas mieux arriver parce que au fond, on a pris l'engagement, nous, de développer 1000 logements sociaux au cours des 10 prochaines années. Et on a enclenché le processus et on travaille sur de magnifiques projets actuellement. Alors, ce projet-là s'ajoute bien sûr aux autres projets sur lesquels on travaille actuellement. Et on a une nouveauté dans notre approche de stratégie au niveau du logement social, c'est qu'on a identifié notre Office municipal d'habitation comme notre partenaire, donc dans la réalisation des projets. Et tout ça se fait en collaboration avec les membres donc de notre ville qui ont un souci du logement social. Alors, je vois Mme Hélène Jonf, donc, qui est présente aujourd'hui. Merci infiniment, Hélène, pour le magnifique travail que tu fais dans le logement social et abordable. Et pour nous, ce qui est intéressant, donc, au niveau du logement social, ici, dans le cadre de ce projet-là, c'est que, imaginez-vous que le projet est situé sur le boulevard Guillaume Couture.
Et c'est là, justement, où récemment, le gouvernement du Québec a pris l'engagement de faire des belles voies réservées pour le transport en commun sur tout le long de Guillaume-Couture. Alors, imaginez-vous que ça ne peut pas arriver plus à point. Donc, on va donc accélérer les travaux des voies réservées sur Guillaume-Couture, ce qui va amener une desserte extraordinaire pour ces 100 nouvelles unités de logement social et abordable. Et ça, il y a un autre élément, c'est que ça va être donc prêt, transport en commun, je viens d'en parler, alimentation, commerce, mais c'est à l'intersection de la rue Raymond-Blais. Et juste de l'autre côté, comme voisin, immédiat de cette magnifique unité, de ces magnifiques unités d'habitation, nous avons notre plus gros centre communautaire de l'Est de la ville, qui est le centre Raymond-Blais, qui, en passant, va être restauré au coût d'environ 4 à 5 millions de dollars. Donc, il va être refait en entier avec adaptation, donc, pour les personnes handicapées. Et on retrouve, donc, à l'intérieur du centre Raymond-Blais, notre club de l'âge d'art de Saint-David. Il y a une bibliothèque. Alors donc, à quelques pas, les gens vont avoir accès à une multitude de services quand même extraordinaires. Alors, je voulais vous dire que c'est très, très bien situé. Et ça, pour nous, on en est très fiers. Donc, la contribution de la Ville, puis je veux remercier nos 2 paliers de gouvernement. Belle participation, 23,5 millions, c'est pas rien. Alors, nous, on y va aussi de notre contribution. Au fond, on s'est donné un nouveau coffre à outils pour le logement social et abordable. On en est très fiers, ce qui nous permet de jouer avec plusieurs outils. Donc, nous, on ne fait pas juste fournir des terrains, puis on s'arrête là. Alors, souvent, on va aller en remise de taxes. Alors, dans ce cas-ci, dans le cas de ce projet-là, on va accorder des crédits de taxes pour tout près de 800 000 $. La valeur du terrain, parce que c'est un terrain stratégiquement bien situé, qui faisait l'envie de certains promoteurs, même, la valeur du terrain est de 2 500 000 $. Et la préparation du terrain, sera d'environ 2,6 millions, ce qui veut donc dire une contribution de la Ville de 5,9 millions environ. Alors donc, nous en sommes très fiers. Et ça, l'idée, c'était de voir si notre coffre d'outils fonctionnait, là, et ça fonctionne. L'autre élément qui est intéressant, c'est qu'on travaille actuellement avec l'Office municipal d'habitation, je tiens à le dire, on ne s'arrêtera pas là. Alors donc, nous, on le dit aux 2 paliers de gouvernement, si vous avez les sommes, les programmes nécessaires, on va être au rendez-vous. Je sais qu'il y a des fonds qui se sont débloqués. Alors nous, on est au rendez-vous, puisqu'on travaille sur 2 autres magnifiques projets d'environ 100 unités chacun, hein, Humano phase 1, Humano phase 2. Et là, l'Office municipal d'habitation est en train de regarder quelle va être la formule idéale pour le financement de ces projets-là. Mais nous, on n'a pas perdu de temps. On a décidé de dire, bien, admettons, par exemple, que ça prend quelques mois à développer les projets. Donc, à chaque année, la Ville, c'est nouveau, on crée un fonds dans lequel on met minimalement, en budget, là, pas en emprunt, on met 2 400 000 par année, et ce fonds-là est cumulatif. Alors, par exemple, si l'Office municipal arrive avec un projet l'an prochain, bien, il y aura déjà 5 millions dans la cagnotte, pas loin de 5 millions dans la cagnotte disponibles, donc, pour des fonds. Alors, c'est un fonds qu'on a mis de l'avant, et c'est un fonds qui est récurrent. Donc, les fonds ne sont pas perdus d'une année à l'autre, ils sont cumulatifs. Ce qui veut... Et s'il y a des projets de plus grande envergure, bien là, on les regarde au cas par cas. Ce qui veut donc dire qu'évidemment, on pourrait dépasser le 2,4. Mais le 2,4, c'est la police d'assurance minimale là, pour mettre de l'avant des projets en logement social. Alors moi, je pense que l'Office municipal d'habitation va certainement être d'accord avec moi pour dire on met à l'épreuve notre coffre à outils, mais ça fonctionne bien parce que dans ce projet-là, je pense qu'on a été rapide, hein, il y a une trentaine de municipalités, je pense, qui ont été interpellées. On a été très rapide à lever la main et à dire oui, nous, on est preneurs. Pourquoi on est preneurs? Parce qu'à la Ville de Lévis, au cours des 10 dernières années, on a développé 15 000 unités d'habitation. 15 000 au lieu de 8 000 tel qu'on l'avait prévu à l'origine. Alors, nous, on se dit, sur ces 15 000-là, il faut quand même en accorder un nombre pour le logement social et abordable. Et c'est la raison pour laquelle on diversifie notre coffre à outils. Et je l'ai dit à la Commission de développement social et communautaire, on est même ouvert à d'autres formules à lesquelles on n'a pas pensé, mais qui pourraient être intéressantes. Alors voilà l'état de la situation. Mais aujourd'hui, je pense que c'est le moment de remercier le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral pour cette magnifique contribution. Alors, poursuivons nos efforts pour le logement social et abordable. Je pense que les besoins sont grands. Nous, on parle
À Lévis, voyez-vous, sur 150, 160 000 de population, 155 000, on parle d'environ 12 000 personnes, là. 12 000 personnes qui ont un besoin immédiat là, d'aide et d'appui. Alors, il ne faut pas oublier que ces gens-là et ces personnes-là sont toutes et tous des citoyens et des citoyennes à part entière. Alors, on va tout faire pour essayer de les appuyer, de les aider. Et c'est la raison pour laquelle on est très fiers du travail aussi de notre Office municipal d'habitation. Merci, Fleur. Merci à l'Office municipal d'habitation pour ce magnifique travail. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Je céderai maintenant la parole à Mme Caroline Soriol. Merci bien. Alors, c'est un immense bonheur de lancer aujourd'hui le projet de Lévis, le projet Mission Unitainée, qui permettra quand même très bientôt à 100 personnes et plus aînées à faible revenu de vivre dans un logement de qualité à un coût tout à fait adapté à leurs moyens. Je tiens d'abord à saluer le leadership de la Ville de Lévis et de votre allocution, Monsieur Lehouillier. Je retiens énormément de courage, d'audace, de témérité, mais surtout de structure, de mise en place de mécanismes qui vont assurer que ça ne sera pas seulement un petit coup par-ci, un petit coup par-là, mais bien un désir à long terme là, de contrer la crise du logement qui frappe toutes les couches de la population, mais notamment les aînés. Je salue votre leadership, tout ce que vous avez exposé ce matin, mais je salue aussi le leadership qui s'est manifesté tout au long de l'année. À partir de la première invitation à participer à l'automne dernier, la Ville de Lévis a tout de suite sauté dans le bateau, levé la main, a dit qu'est-ce qu'on peut faire. On veut notre bâtiment Mission Unitainée. Et la Ville de Lévis a été très proactive pour mener à bien ce projet. Donc, je vous salue, vous, Monsieur le maire, mais aussi Madame Jonf, qui est ici, et toute l'équipe juridique, l'équipe de l'urbanisme, Monsieur Hamelin aussi. Vous avez fait preuve de beaucoup de détermination aussi, énormément de rigueur, parce que c'est des ententes innovantes. On sort des cadres, on invente un nouveau parcours et la Ville de Lévis a collaboré tout au long des derniers mois pour arriver à faire quelque chose qui se tient, qui protège tous les partenaires, mais qui assure une réalisation de ce projet pour les aînés de la grande région. Donc, bravo à la Ville de Lévis. Bravo aussi d'avoir tenu à ce terrain qui est proposé, sur lequel la construction débutera au mois d'août prochain, début août. Donc, c'est un terrain qui a présenté quelques surprises, quelques difficultés techniques aussi, mais qui ont toutes été surmontées avec la collaboration de tous les acteurs. Mais ça en fait, au bout du compte, un terrain qui est situé parfaitement, avec l'épicerie d'une direction, le centre communautaire, les oiseaux qui chantent autour, une desserte de transport en commun qui est idéale. Donc, c'est vraiment un terrain exceptionnel où nos aînés, vos aînés, les aînés de Lévis pourront avoir une belle vie. Je tiens aussi à saluer le courage et la détermination de Mme France-Hélène Duranceau, qui est représentée ici par M. Drainville, son collègue, et du gouvernement du Canada aussi, représenté par M. Joël Lightbound, qui ont cru dans ce projet innovant et qui, je le répète, sortait de tous les cadres. Ils ont eu beaucoup d'audace, beaucoup de courage pour se lancer et croire en notre projet, qui promettait une réalisation efficiente et rapide de ces 1000 logements à travers le Québec. On le promet et on le réalisera. Donc, on a déjà 2 chantiers en construction. Les autres seront mis en chantier tous d'ici la fin de l'été. Donc, on livre notre promesse. Et les logements, eux, seront livrés d'ici avril 2026. Alors, ça va très vite. On est très contents et nous construirons de beaux logements de qualité. Alors, bravo aux 2 paliers de gouvernement qui ont accepté d'innover et de faire preuve d'audace, de sortir des sentiers battus pour permettre de répondre rapidement à cette crise qui nous affecte tous. Cette crise nous affecte tous, mais elle affecte certaines personnes encore plus. Trop de personnes aînées au Québec et au Canada vivent seulement avec leur supplément de revenu garanti, ce qui signifie un revenu minimal de 23 900 $ par année en 2023. Avec la pénurie de logements qui sévit, il est impossible pour ces personnes de trouver un logement décent et adapté à leurs conditions pour vivre toutes les belles années qui sont devant elles. Imaginez-vous
vivre avec 24 000 $ par année et vous devez changer de logement parce que vos jambes sont plus faibles. Vous devez trouver un autre endroit qui est plus adapté à votre condition. Vous devez vous rapprocher des services. Vous êtes évincé de votre logement parce que toutes sortes de raisons. Imaginez si vous devez vivre cette transition-là avec un revenu de 24 000 $ par année. C'est à ce groupe de personnes que le projet s'adresse. C'est eux que nous visons en offrant des logements de qualité à des loyers qui seront en moyenne, un peu partout au Québec, environ à 600 $ par mois pour un 3,5 chauffé, éclairé, Wi-Fi compris. Ceci représente moins de 30 % de leur revenu mensuel. Ce sont des logements de qualité adaptés à la condition des personnes vieillissantes, des bâtiments en béton, giclés, avec 2 ascenseurs, une grande salle commune, une terrasse extérieure, une génératrice en cas de panne et même un stationnement pour triporteurs. Ces installations à loyer raisonnable changeront drastiquement la qualité de vie des personnes qui en bénéficieront. Elles y auront du confort, de la sécurité et encore assez d'argent pour mener à bien les autres aspects de leur vie. Alors, c'est ainsi une belle qualité de vie que nous offrirons à ces aînés. Mais Mission Unité Aînée, notre travail à nous, c'est de construire bien, rapidement, des logements adaptés. Mais ensuite, on passera le flambeau à l'Office d'habitation parce que le bâtiment sera cédé à l'Office d'habitation de Lévis. Et ce sera donc à M. Gérard Truchon et à Mme Morneau-Boivin d'assurer cette belle qualité de vie pour les décennies à venir. Et donc, on les remercie d'avoir accepté de recevoir ce bâtiment et d'en assurer la gestion future. Et c'est eux qui réussiront, avec toute leur expertise, à créer des milieux de vie heureux, socialisants et adaptés pour des personnes aînées de Lévis. Ce sera à vous de jouer. Ce projet est né grâce à M. Luc Maurice, à sa vision, sa détermination et sa compétence de plus de 30 ans dans le domaine de la construction et des personnes aînées. C'est lui qui en a été le visionnaire. Il s'est engagé à mener ce projet à bien dans les coûts et dans les temps. Il y croit tellement qu'il garantit personnellement les coûts de construction, ce qui en fait un projet peu risqué pour les gouvernements et les municipalités. Outre son leadership, M. Maurice offrira un don de plus de 500 000 $ à chacune des bâtisses, donc à l'Office municipal de Lévis, en vue de constituer un fonds de prévoyance, assurant ainsi la durabilité et la qualité de ce bâtiment pour les décennies à venir. C'est donc une vision collective qui réunit tout un ensemble de partenaires avec du courage, de l'audace et un peu d'argent. Et c'est cette vision qui se matérialise aujourd'hui pour améliorer la qualité de vie de plus de 100 personnes aînées qui pourront très bientôt accéder à un logement de qualité, à coût modique, dans une communauté avec une qualité de vie meilleure et pour toutes les belles années devant elles. Merci et bravo à tous les partenaires. Parfait. Merci beaucoup, Mme Soriol. J'invite maintenant M. Truchon à prendre la parole. Merci. Salutations, Madame, Messieurs. C'est un honneur pour l'Office municipal d'habitation de Lévis de faire partie de ce projet et de développer en collaboration avec Mission Unité Aînée, la Ville de Lévis, et avec la participation de nos divers paliers gouvernementaux à l'élaboration de ce projet qui va nous permettre d'avoir des logements sociaux abordables pour les personnes aînées. L'Office municipal d'habitation a comme mission d'offrir des logements abordables à l'ensemble de la population, mais on est très conscient que la population aînée actuelle a un besoin et que ce projet va nous permettre de combler ce besoin et d'apporter des résidences qui sont sécuritaires et qui sont abordables pour ces gens. Donc, comme je mentionnais, lorsque la Ville de Lévis et la Mission Unité Aînée nous ont approchés, automatiquement et tout de suite, nous avons été intéressés de collaborer avec eux et d'élaborer tous les documents et tout ce qu'on avait besoin pour mettre le projet sur pied. Et je tiens particulièrement à remercier toute l'équipe de Lévis avec laquelle j'ai travaillé sur tous ces différents aspects et ces différents points beaucoup plus techniques, mais qui ont demandé beaucoup d'efforts et beaucoup d'acharnement de notre part pour y arriver à temps et être en mesure de livrer le projet tel que mentionné par Mme Soriol pour une première pelletée de terre au mois d'août de cette année.
En terminant, je fais brièvement, en terminant, je tiens sincèrement à remercier l'initiateur de ce projet-là, M. Luc Maurice, qui a eu l'excellente idée et par le biais de la mission Unité Née, l'alliance avec la Ville de Lévis et nos différents paliers gouvernementaux, que l'on a pu développer ce projet-là et le voir lever de terre sous peu. Et comme disait également Mme Soriol, pour le mois de avril 2026, nous aurons 100 nouveaux logements qu'on va pouvoir offrir à cette population-là. Merci à tous. Merci beaucoup, M. Truchon. J'invite maintenant M. de la Durantaye pour l'animation de la période de questions. Merci. Donc, on va procéder à une période de questions en 2 temps. Dans un premier temps, je vous demanderai de vous concentrer sur le sujet du jour et par la suite, on pourra faire une deuxième partie avec les autres sujets qui sont dans l'actualité. Dans les 2 cas, je vous demanderai de vous concentrer sur une question, une sous-question, de vous nommer et de nommer également votre média. Vous pouvez soit rester là, sinon il y a un micro également qui est juste à votre gauche. Bonjour, Taïeb Molla, Journal de Québec. Je vois dans le communiqué qu'il y a une histoire de décontamination du terrain qui serait la première étape. Est-ce qu'il y a des risques que ça retarde un peu ce projet-là ou il n'y a pas d'enjeu particulier avec ce terrain-là? Je peux répondre. Comme vous voulez. Puisqu'on gère la construction, donc ça fait partie de l'échéancier, la partie des contaminations. Ce n'est pas une contamination très lourde non plus. Donc, ça devrait rester au sein des échéanciers. D'accord. Puis je vois que c'est pour une centaine ou 100 aînés. Les critères de sélection, comment ça fonctionne? J'imagine que c'est ceux qui en ont le plus besoin ou est-ce qu'il y a déjà des listes d'attente ou comment ça marche tout ça, la sélection? La sélection est faite selon les normes et ce qui est entendu et compris jusqu'ici. On parlait tout à l'heure du revenu de base qui était de 23 900 $. Donc, les personnes qui sont aînées et qui ont le revenu de base sont admissibles. Et d'autres critères plus particuliers ou plus spécifiques comme les autres critères où l'OMH doit qualifier ses locataires devront être suivis. Si vous voulez le détail, il peut nous faire plaisir de vous les donner. Donc, entre autres, une personne doit avoir un revenu de 24 000 $ approximativement et à l'intérieur de son compte de banque ou de ses avoirs, de ses actifs ou placements, un montant non supérieur à 50 000 $. Suite à cette admission de base, tout dépendant de ce qu'il peut y avoir de disponible sur le marché, donc on a la possibilité d'avoir une certaine flexibilité sur les approbations qui pourraient suivre. Mais avec la crise actuelle de logement, je présume que vous n'aurez aucune misère à remplir très rapidement ce logement-là, ou je me trompe? On est persuadé qu'avant même la fin de la construction, qu'on ait trouvé les gens qui y résideront. Oui. Comme je suis seul au micro, je peux demander, le loyer, il est à combien, grosso modo? Puis le type de logement, c'est quoi? C'est des 3,5, des 4,5? Vous avez 75 % qui sont des 3,5, un 15 % qui sont des lofts ou des studios, excusez-moi le terme anglais, et le 10 % 4,5. Pour le prix moyen d'un logement, c'est 600 $ pour une personne aînée. Par mois, naturellement. J'aurais une question en anglais sur le sujet du jour. What does it mean that this strategy is actually working with Mission Unité Née and the Groupe Maurice? There are so many challenges for housing to be built. So why is this strategy actually working? You have already projects on the way. You have this third project. So we'd like to know what's the recipe here that does work, which seems to be working. First of all, I must mention that the project is put forward by Mr. Maurice himself and not by Groupe Maurice. It's really an independent structure which has been launched, which is Mission Unité Née, who is the promoter of the 10 buildings across Quebec.
So what is the recipe? The recipe is an emergency recipe. It's a strategy or solution that was put forward in order to respond very quickly and very efficiently to the situation. Some of its criteria or parameters are the fact that it's only one type of building, so there's one conception that has been optimized, and there's one building, and this building will be constructed in 10 different places, but it's only one building. So it's one design, one thought, one really optimized structure. And after that, it's offered to the cities. And then the cities, depending on their need of emergency, will, or depending whether they have a land that is proper for this building, and if they have the financial availability also, will say, well, yes, we do want it. So it's cities that wanted a project and that had the conditions that were pre-existing with a building that has been designed in 2023, even before we knew that the project would be working. So the minute that the financial was there, then we can say 1 + 1, let's move forward. So it's really cutting through all the obstacles of finding the land, finding the financing, putting it together, having architects and engineers thinking about what's the best building for this land. You know, we have the building, you have the land, let's put it together, let's do it with the great financial help of both levels of government. And they were ready to with the fund that was already put forward. So those are really key factors that really help for the efficiency and the cutting through all the obstacles that normally reside. On va donc passer aux autres. Oui. Je vais faire plus court. Alors, premièrement, je tiens à mentionner que ce n'est pas le groupe Maurice qui est le promoteur du projet, mais bien Mission Unité Aînée. Mission Unité Aînée a été mise de l'avant avec l'appui du généreux donateur, M. Luc Maurice, qui est vraiment le visionnaire du projet, mais ce n'est pas le groupe Maurice qui est le promoteur. Eux, ils ont autre mission dans la vie. Maintenant, la question était quelle est la recette, qu'est-ce qui fait que cette stratégie fonctionne? Alors, il faut comprendre, c'est un projet qui a été inventé pour répondre à l'urgence de la crise. Et donc, il y a eu d'un côté une conception très efficace, efficiente d'un édifice adapté pour les besoins des personnes aînées sans même savoir où ce terrain serait implanté. Et donc, ce projet a été designé en 2023. Et ce sera le même bâtiment qui sera construit 10 fois dans 10 villes. Alors, donc, ça, c'est un des éléments qui rend le projet très efficace, autant au niveau des coûts que de la livraison, là, des délais. D'autre part, on a fait un appel aux villes. On a dit, nous aurons un bâtiment à offrir. Qui a un terrain et qui est intéressé? Alors, donc, les villes qui ont levé la main étaient elles aussi dans un sentiment d'urgence, avaient un terrain de la bonne taille et au bon endroit disponible et avaient des disponibilités financières. Et troisièmement, on avait l'appui et le bon timing aussi en lien avec le fonds de 1,8 milliard des 2 paliers de gouvernement. Donc, ces 3 ingrédients ensemble ont permis de nous permettre de surmonter tous les obstacles ou de détruire les obstacles pour avoir une livraison très, très rapide et très efficace de ce programme. Si je peux ajouter, là. Alors, tout ce qu'a dit Mme Soriol est évidemment tout à fait vrai, là. Mais je pense qu'il faut souligner le fait aussi que la situation du logement, la crise du logement que nous vivons présentement, nous oblige à mettre de l'avant des modèles qui sont innovants, qui sont différents de ce que nous avons connu par le passé. Dans ce cas-ci, on parle d'un partenariat entre le public et le philanthropique. C'est quand même extraordinaire, là. Et Mme Soriol pourra compléter, mais en tout cas, je ne me souviens pas, moi, d'un projet comme ça. Je pense que c'est la première fois, en tout cas, selon ma mémoire à moi, que l'on met de l'avant un projet comme celui-là. Et donc, ce que ça nous amène à dire, puis à penser, c'est qu'il faut s'ouvrir à de nouveaux modèles. La situation est très difficile au niveau du logement, puis donc il faut faire preuve d'innovation, puis il faut sortir des sentiers battus, puis il ne faut pas hésiter à penser autrement, puis à construire autrement, pour justement répondre à cette crise du logement. Et l'annonce d'aujourd'hui en est un bel exemple.
On va passer aux autres sujets. Je vous rappelle de vous nommer votre média et de vous concentrer sur une question et une sous-question. Question sur le sujet du jour. François Garipi, CHOI 98.1, Radio X. J'enchaînerai peut-être avec une deuxième question hors sujet du jour. Le groupe Maurice est très présent à Québec, Gibraltar, l'Éclat, sur le boulevard Laurier. La présence du groupe Maurice est indéfectible. En fait, on la voit ici à Québec. Monsieur Lehouillier, est-ce que c'est le début d'un temps nouveau? Est-ce qu'il y aura d'autres partenariats comme ça que vous aurez à annoncer avant la prochaine élection avec le groupe Maurice pour remplir, comme M. Drainville le disait, là, ces bâtisses-là de gens qui ont de la difficulté à se trouver des logements? Alors, vous avez raison, Bernard en a dit quelques mots tout à l'heure. Alors, nous, on s'est donné un coffre à outils maintenant où le travail de la Ville ne consiste pas uniquement à fournir un terrain ou le 10 ou 15 nécessaire. C'est que nous, on s'est donné un coffre à outils diversifié où on se dit, on va aller avec des projets qui sont innovateurs. Et là, on a identifié comme notre partenaire privilégié l'Office municipal d'habitation. On dit, s'il y a des projets alors qu'on peut mettre de l'avant, on va le faire avec vous. Et l'avantage, c'est que là, on peut aller dans des remises de taxes. Ça peut aller, là, on voit sur 3 ans, 5 ans, mais on pourrait aller au-delà de ça, si besoin en est, parce que dans le cas de 200 unités qu'on est en train de regarder avec l'OMH, que l'OMH regarde et ils vont nous faire des recommandations, on pourrait aller au-delà de 3, 4, 5 ans pour la taxation. Et là, ça peut représenter des millions de dollars. Alors, il faut trouver des moyens innovateurs. Il ne faut pas se laisser barrer la route avec des critères qui font en sorte qu'on est dans des schèmes traditionnels qui souvent ne sont pas adaptés à la réalité nouvelle. Je vous donne un exemple dans le coffre à outils qu'on met de l'avant. On est même prêt à la Ville à accréditer des chambres. Donc, pour les personnes qui vivent seules, on est prêt à donner des niveaux d'accréditation. On a acquis sur la rue Saint-Joseph un artère qu'on veut revitaliser, 3 bâtiments et 2 terrains. Et là, on dit à l'OMH, regardez ce que vous pouvez faire en termes de développement de nouvelles unités d'habitation. Souvent, ce sont des bâtiments vétustes qui demandent énormément d'aide. Ce sont souvent des bâtiments où les propriétaires exploitaient les gens à faible revenu. Il faut le dire, le mot n'est pas exagéré. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est développer de nouvelles façons de faire. Et moi, j'ai dit, parce que nous, on a créé une commission consultative sur le développement social et communautaire. Si vous avez des formules originales à nous proposer, faites-le. Et pourquoi on a créé un fonds où on crée une réserve de 2,5 millions par année? Parce que nous, contrairement à certaines grandes villes, on n'a pas de logements sociaux d'unités annuelles assurées. Donc, nous, on y va avec les projets qu'on dépose et au fur et à mesure, on peut se faire dédouaner ou pas. Alors, pourquoi on fait des réserves? Parce qu'il se pourrait, par exemple, dans le cas des plus de 200 unités humano phase 1 et phase 2, il se pourrait que ça débloque d'un coup. Là, à ce moment-là, la demande d'aide financière devient plus importante parce qu'on est soumis aux aléas des disponibilités qui vont rester sur le marché. Le marché étant les budgets que les gouvernements nous accordent, vous comprenez? Alors donc, c'est la raison pour laquelle on a mis un coffre à outils flexible qui va nous permettre de s'adapter. Alors, mettons, par exemple, que le gouvernement nous dit on est capable de vous débloquer tant d'unités face au projet que l'OMH a développé. La Ville va être prête à dire on lève la main, on est prêt. C'est un peu dans ce sens-là. On a développé une dizaine de nouvelles outils et nos gens, Mme Jones, à l'équipe et notre direction d'urbanisme, sont autorisés de travailler avec ces outils-là et à nous faire des recommandations. Est-ce qu'on a un nom pour ce nouvel établissement-là? Parce que on sait que la signature de Maurice, c'est toujours d'avoir des noms non, on attirants, ou parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nom. Je tiens à rappeler que ce n'est pas le groupe Maurice. Il n'y a aucun lien fonctionnel ou dans la planification ou quoi que ce soit entre le groupe Maurice et Mission Unité Aînée. Donc, le groupe Maurice n'a rien à voir dans ce projet et encore moins dans la sélection d'un éventuel nom. Maintenant, le nom, je présume que ce sera à l'Office d'y réfléchir. M. Drainville, peut-être une question sur hors sujet. La semaine dernière, on a réanimé le fameux... On est prêt s'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet. Il nous reste environ peut-être une quinzaine de minutes pour période de questions. On a réanimé le projet de troisième lien. On vous avait vu pleurer lors de
l'annonce qu'on annulait, en fait, le 3e lien l'an dernier. Cette année, en fait, la semaine dernière, est-ce que vous avez fait un petit arrêt à la SAQ pour popper le champagne? Est-ce que vous avez, de quelle façon vous avez célébré ça dans votre cœur d'élu du secteur de Lévis, cette résurrection inattendue du 3e lien? Ben, j'ai passé une fin de semaine agréable. Maintenant, comme je l'ai dit lors de notre annonce, il y a un lien de confiance à rebâtir avec la population de Lévis et de Chaudière-Appalaches sur cet enjeu-là. Et ce lien de confiance-là, on va le rebâtir au fur et à mesure où les travaux du nouveau lien vont avancer. Donc, je ne suis pas dans un mode, comment dire, euphorique. Je suis dans un mode, comment dire, moi, ce que je veux, c'est que le projet avance. Bon. Et puis, on va travailler pour que ça avance. On va travailler notamment avec Gilles puis la ville de Lévis pour que le projet avance. Alors, c'est sûr que ça va prendre beaucoup de collaboration. Mais retenez que nous sommes très déterminés et on veut que ça se fasse. Votre détermination ne sera pas altérée par la réaction des chroniqueurs montréalais? Non. Pas du tout. Notre population, notre population en a besoin, là. Je pense que vous avez dû voir, comme moi, il y a eu un sondage, là, qui a été publié, là, au cours des derniers jours, là, qui montre à quel point, c'est autour de 75% de la population qui appuie ce projet-là. Et moi, en fin de semaine, j'ai quand même rencontré de nos concitoyens. Et puis, je peux vous dire une chose, on n'a pas besoin de leur expliquer longtemps l'argument de la sécurité économique. J'ai un monsieur, notamment, qui m'a croisé, là, qui m'a arrêté pour me dire, « Monsieur Drainville, vous avez raison, un ouvrage comme celui-là, il faut le planifier longtemps d'avance. Il ne faut pas attendre d'être dans la misère. » Puis c'est exactement ça, notre argument. C'est de dire qu'on en a besoin, qu'on ne peut pas dépendre que d'un pont pour 10 500 camions par jour. Et donc, il faut commencer à planifier cet ouvrage-là et il faut le construire. Et on est déterminé à le faire. Bonne journée à vous 5. Merci. Bonjour, Simon Carmichael, Journal Le Soleil. Monsieur Lehouillier, lors de la conférence de presse jeudi, les ministres ont indiqué qu'ils ne voulaient pas imposer de projet de SRB aux maires, notamment à vous, là, si vous n'en vouliez pas. Lors de votre conférence de presse, vous dites qu'il y avait une confusion sur les voies réservées SRB. Là, ce matin, vous dites que Québec s'est engagé à prolonger les voies réservées tout au long de Guillaume Couture. Est-ce que vous dites officiellement non à un SRB sur Guillaume Couture, comme la Caisse le propose? Bien, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'il fallait que le gouvernement précise cet élément-là, parce que pour tous ceux qui ont suivi l'évolution du transport collectif à Lévis, il est évident qu'un SRB à 3 milliards de dollars, c'est vraiment pas facile à passer, d'autant plus que les études ont démontré que les transferts intermodaux seraient assez faibles. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que le gouvernement a bien fait de ramener ça à la réalité, qu'est la réalité des voies réservées. Nous, on a déjà... C'est juste que c'est clair que ça sera des voies réservées. Moi, à partir du moment où le gouvernement dit que ça va être des voies réservées, ce sera des voies réservées. Savez-vous quelle est... J'ai pas entendu le gouvernement dire que ça va être des voies réservées. C'est M. Drainville? Ben, je pense que c'est ça qui est prévu. Nous, on a... Non, mais quand la Caisse a proposé, a déposé son projet, nous, on s'est informés auprès de la Caisse, là. Et la réponse qui nous est revenue, c'est que ce qu'ils appellent SRB, dans les faits, ce sont des voies réservées, comme celles que Lévis, comme la ville de Lévis a déjà commencé à construire, avec notre appui financier. Et donc, ma compréhension, après vérification, c'est que ce que la Caisse a proposé dans les faits, c'est de continuer le travail de construction de voies réservées que Lévis a déjà débuté. Puis est-ce que c'est la même chose du côté de Québec sur Charest aussi? C'est des voies réservées ou c'est vraiment un SRB comme on voit par exemple à Montréal? Je ne saurais vous le dire pour ce qui est de Québec. Okay. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on est déjà en travail sur 3 kilomètres de voies réservées. Le gouvernement s'apprête à annoncer bientôt, parce qu'il est déjà prévu dans le PQI, son projet pour la route 116 qui contiendra des voies réservées, n'est-ce pas? Ça, c'est su publiquement. Exact. Alors là, ça devient drôlement intéressant parce que nous, on va avoir 3 kilomètres de fait. Le gros avantage, et souvenez-vous, M. Carmichael, je l'ai toujours dit,
nous, dès que le gouvernement lève la main pour dire on est prêt à continuer les voies réservées sur Guillaume Couture, souvenez-vous, M. Garmaca, je vous ai toujours dit, nous serons là. Et oui, nous serons là. C'est une très, très bonne, c'est une excellente nouvelle. Cette volonté du gouvernement d'accélérer sur tout le boulevard Guillaume Couture la venue de voies réservées, parce qu'en plus, ça va nous permettre de nous doter de notre fameuse piste cyclable multifonctionnelle, utilitaire, pour les vélos électriques et tout ça, donc pour les déplacements des gens au niveau de nos commerces, etc. Alors, ça va être fantastique. Alors, ça, c'est une excellente nouvelle parce que pour le moment, le gouvernement subventionnait 3 kilomètres. D'ailleurs, M. Drainville, dès son arrivée, a fait ajouter, il manquait un 30 millions que M. Drainville est allé chercher. On est en construction actuellement. Alors, essayez de vous imaginer, nous, on est prêts. Puis ça donne bien parce que il va falloir qu'on aille par phase parce qu'on ne peut pas, c'est notre seul boulevard Est-Ouest, fait qu'on ne peut pas faire tout en même temps. Donc, ça va être intéressant d'établir une cédule, mais au moins, on met le pied dans l'étrier pour des voies réservées sur l'ensemble des Guillaume Couture, ce qui va nous donner, avec la 116, une magnifique colonne vertébrale, le transport collectif à Lévis. Ça va être pour nous fantastique. On est très fiers de ça parce que regardez, je vais vous donner un exemple. On était sur le point de déposer, je dois rencontrer Bernard et donc bientôt à ce sujet-là, on était censé déposer une autre phase pour Guillaume Couture qui était entre Kennedy et Charles-Rodrigue. Mais là, le gouvernement nous dit, on va le faire sur toute la longueur, ce qui est logique. En passant, on est très fiers de ça. Et ça va être à coût beaucoup moins qu'un SRB, parce que le SRB, vous avez une plateforme centrale, n'est-ce pas? Et là, le problème du SRB, c'est pas un problème, c'est que nous, on est en voie réservée. Donc, si je fais un SRB, il faut que je reprenne tous mes travaux de voie réservée parce que mes infrastructures sont centrales actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Alors, donc, c'est ça. Merci. Monsieur Lightbound, je vois que vous regardez votre téléphone. J'imagine que vous êtes un peu pressé, fait que ma prochaine question s'adresse pour vous. Au dernier rebondissement dans le dossier du troisième lien, vous aviez dit, et je cite, « Des fois, quand je regarde toute cette saga-là, ça me fait un peu penser au dîner de cons, et tristement, c'est la population de Québec qui semble y être conviée. » Qu'est-ce que vous pensez du chapitre qui s'est écrit la semaine dernière? Disons que je peux comprendre la population d'avoir un petit peu de la misère à suivre. La position du gouvernement du Québec, c'est mon cas, mais c'est un dossier que le gouvernement du Québec porte et on laisse le gouvernement du Québec le porter. Mais il faut comprendre que le projet a été abandonné parce qu'il était estimé que l'achalandage ne le justifiait pas. Il a été un peu ravivé suite à une partielle et là, il est ressuscité sur un autre argumentaire, celui de la sécurité économique et des risques économiques d'avoir seulement le pont Pierre-Laporte pour le transport lourd. C'est que moi, je vais laisser le soin au gouvernement du Québec de bien monter son argumentaire et son projet, mais c'est sûr que je suis un petit peu dubitatif face à tout ça. Et dans l'espoir d'être constructif, je vois que mon collègue M. Duclos a mentionné l'idée de potentiellement abaisser le tablier. J'entendais des ingénieurs à Radio-Canada et dans mon comté que j'ai rencontré qui disaient que ce serait une piste à étudier. J'ai confiance que le gouvernement du Québec, avant d'engager des deniers publics aussi importants, va évaluer toutes les options qui sont à sa disposition. Mais c'est un projet du gouvernement du Québec, donc je le suis un peu comme tout le monde à Québec, puis au Québec avec intérêt et des fois un petit peu de scepticisme, mais je pense que c'est normal vu le cours de l'évolution de ce dossier-là. Le temps file, on va essayer Oui, de y aller assez avant rondement. de poser ma question, parce que je pense ne pas être le seul, mais c'est pas clair, là, messieurs Drainville et monsieur Lehouillier. Ça parle de SRB, clairement, dans le rapport. Jeudi, le premier ministre s'est engagé uniquement sur une portion qui est tramway à Québec. Il a été clair, on lui a posé la question à plusieurs reprises. Là, on nous dit que le SRB, au fond, c'est la même chose que les voies réservées. Est-ce qu'il y a moyen comme de nous expliquer clairement c'est quoi l'engagement? Ce que la Caisse appelle un SRB, dans les faits, ce sont des voies réservées. Et si vous regardez d'ailleurs le rapport de la Caisse, vous allez voir, il y a une espèce de croquis, là, et vous allez voir les autobus qui passent à droite. Donc, il n'y a pas de confusion. On parle de voies réservées. Donc, ils auraient dû parler de voies réservées, ça aurait été plus clair, probablement, parce que quand ils parlent de SRB, c'est central, c'est autre chose, là, on s'entend. Alors, vous pourrez poser la question à la Caisse si vous le désirez, mais nous, évidemment, c'est important de préciser ça. Alors, c'est ce qu'on a fait.
l'engagement que le premier ministre a pris lors de l'annonce, il a dit par rapport au projet de voies réservées, là, il a dit, écoutez, on veut s'asseoir avec les autorités municipales, et dans ce cas-ci avec la ville de Lévis, pour développer donc ces voies réservées tout le long de Guillaume Couture. Alors, on va s'asseoir avec l'administration de Lévis, avec Gilles et son équipe, puis on va travailler sur ce projet-là. D'accord. Monsieur Louguier, sur autre chose, on ne vous a pas entendu depuis jeudi et depuis la confirmation du retour du projet de troisième lien. Le gouvernement s'y engage, ne donne pas d'échéancier précis, ne s'engage pas à commencer, par exemple, avant la prochaine élection. Votre réaction, êtes-vous chat échaudé craint l'eau froide, ou êtes-vous tout d'un coup bien heureux de ça, ou avez-vous l'impression de rejouer dans le même film depuis 2-3 élections? Eh bien, comme vous le savez, j'ai pris quelques jours de vacances, que vous avez bien diffusé d'ailleurs. Merci beaucoup, mon cher Taeb. Maintenant, je suis de retour, mais n'oubliez pas que j'ai donné un point de presse à partir de Nice, qui était fort intéressant. Et aujourd'hui, je pense que c'est une bonne nouvelle que le gouvernement prenne la décision de faire le lien autoroutier entre les deux rives. Alors, donc, pour nous, c'est une excellente nouvelle, d'autant plus que, vous le savez, au niveau de notre démographie à Lévis, juste entre 2022 et 2026, on va avoir 12 800 habitants de plus. Et en 2026-2030, on va être à plus 8 000. Et après 2030, minimum 6 000 de plus. Donc, ce qui veut donc dire que la population de Lévis va approcher le 185 000 de population dans la prochaine décennie, dans les 10 ou 15 prochaines années, ce qui est énorme. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on développe de nouveaux moyens. Et moi, je vous dis une chose, c'est que nous, on s'attend à ce que le dossier du lien autoroutier évolue en simultané à la même vitesse que le projet du tramway. Ça, pour nous, c'est fondamental. Et il faudra donc que ça bouge rapidement. Alors, au même niveau que le projet de tramway va évoluer. Ça, pour nous, ça va être un élément fondamental. C'est que, pour nous. L'autre élément, vous avez vu, le nouveau sondage SOM fait ressortir que le lien autoroutier, c'est 75 d'appui de la population. On a toujours été à hauteur de ces chiffres-là. Magnifique sondage que le Soleil a fait réaliser par SOM. Alors, pour nous, ça, c'est un autre élément fondamental. Et mon dernier point, j'aurai des questions à poser sur la caisse de dépôt parce que je m'interroge sérieusement sur un chiffre, un seul chiffre. Quand on dit qu'il va y avoir 30 000 véhicules de moins sur le pont La Porte à terme, j'ai de la difficulté avec ça parce que ça ne correspond pas au chiffre origine-destination. Et j'ai hâte de voir les nouvelles données d'origine-destination. Et je pense qu'on ne sera pas à moins 30 000 véhicules compte tenu du fait que nous, la population, ne cesse d'augmenter. Alors, ça m'apparaît à peu près impossible. Et le pont La Porte ça a été reconnu. J'ai hâte de voir ce que l'étude prévoit parce que moi, je vais fouiller l'étude à partir de cette semaine de fond en comble. Souvenez-vous que le pont La Porte a atteint ses capacités maximales depuis 1989, où il était avec une capacité de 89 000 véhicules, puis on est rendu à 130 140 000. Et je doute qu'on va retrancher 30 000 véhicules sur le pont La Porte. C'est pour ça que je veux demander à la Caisse de dépôt à partir de quelle base statistique ils maintiennent qu'il va y avoir 30 000 véhicules de moins sur le pont La Porte. Sachant tout ce qui s'est passé dans ce dossier-là, avez-vous encore confiance dans le gouvernement de la CAQ pour réaliser un jour le troisième lien? Oui, j'ai totalement confiance envers le gouvernement dans la mesure où on fera avancer les deux dossiers en même temps et qu'on aura de bonnes nouvelles autant pour le tramway que pour le lien autoroutier. Merci beaucoup. I'll have a question in English on the third link for Minister Drainville and Mr. Lightbound. But first, en français et en anglais, Monsieur Drainville, en tant que ministre de l'Éducation, on s'en va vers une grosse vague de chaleur cette semaine dans les écoles. On a toujours des examens en cours et vous avez une grosse proportion de classes qui n'ont pas d'air climatisé. Donc, qu'est-ce que vous dites aux centres de services scolaires? Comment doivent-ils gérer la situation? En anglais et en français, mais d'abord en français.
Oui, alors évidemment, très conscient que les prochains jours vont être très exigeants pour nos élèves et pour le personnel scolaire, là. Et c'est pour ça, comme je l'ai fait au cours des dernières semaines, que je demande aux directions de faire preuve de flexibilité, de faire preuve de souplesse. S'il faut sortir les élèves des classes, leur permettre d'aller s'hydrater, s'il y a des coins d'ombre où il pourrait être plus confortable, retrouver un peu de fraîcheur, il faut s'ouvrir à ces possibilités-là. Je dois vous dire que dans le calendrier des examens du ministère, nous avons décidé de prioriser les examens en matinée, donc pour qu'il fasse moins chaud. Donc, le calendrier des examens ministériels prévoit qu'ils seront, que les élèves vont passer les examens le matin. Évidemment, on a mis beaucoup d'argent ces dernières années dans les infrastructures scolaires. On a hérité d'un parc scolaire vieillissant dans lequel trop peu d'argent avait été investi. Comme vous le savez, il y a 5 ans, le gouvernement qui nous a précédés n'investissait que 9 milliards dans les infrastructures scolaires. On est maintenant à tout près de 23 milliards. Et il y a à peu près le 2 tiers de cet argent-là qui sert à rénover les écoles. Donc, le tiers pour de nouvelles écoles et le 2 tiers pour les rénover, les agrandir, etc., etc. Et les écoles, les centres de services scolaires peuvent puiser dans cette enveloppe de ce qu'on appelle l'enveloppe de maintien d'actifs, là, pour se procurer des climatiseurs. Et il y a un centre de service, le centre de service scolaire des Laurentides, qui a effectivement acheté des climatiseurs pour ces écoles. Et donc, il a puisé dans ce budget qu'on appelle le budget des maintiens d'actifs, maintien des bâtiments, donc existants. Puis, il y a également une enveloppe qui est versée à chaque centre de service scolaire pour financer l'achat de mobilier, l'achat d'appareils. Et donc, les centres de service scolaires peuvent puiser dans cette enveloppe-là pour acheter des climatiseurs pour les classes. Évidemment, il faut s'assurer, quand on installe des climatiseurs comme ceux-là, des climatiseurs portables, que, les caractéristiques techniques sont respectées, là. Il faut s'assurer que le réseau électrique puisse prendre ces appareils-là. Mais bref, il faut faire tout en notre possible pour que nos élèves et notre personnel scolaire subissent le moins possible ces chaleurs-là. And more concisely in English, what do you say to school boards and service centers about this major heat wave that is coming for the last week of classes? Well, I'm calling upon the directions of the management of the schools and the school boards to show flexibility and to adapt themselves to the heat conditions that will be very difficult to handle. I'm aware of that. And I'm also calling upon the management of the schools and also the school boards. You know, if we need to adapt, if we need to show, you know, if there's a different way of doing things to help the students that are suffering from this heat, well, show this flexibility, please. Let the students take a break. Let the students go and have a bit of water. If it's possible to find some shade, find it, please. And if you can help with devices, there is money for that. It is possible to buy some. Now you have to make sure, obviously, that the classrooms is properly adapted to you know, have these devices in the classroom. But there are ways. There are ways to cope with it. Okay. Even though it's going to be difficult. I'm very aware of that. It's going to be difficult. And we're investing like never in the school infrastructures, from 9
to 23 billion in 5 years. It's an amazing increase. Il reste environ 5 minutes Yeah, maximum. just for Mr. Drainville and Mr. Lightbound, with the third link, the fact that it went back and forth so many times, how do you counter political cynicism with your own constituents and the constituents outside of your ridings? How do you what, you said? How do you counter political cynicism? Oh, well, there's a need. There is a need. And our job as politicians is to address those needs. And as was made clear last week, it is our position that we cannot take the risk of losing La Porte one day and having 10,500 trucks a day going through the bridge at Trois-Rivières. This is, the current situation is posing an unacceptable economic risk for our region. And it is our responsibility as government to plan and build a new link to ensure the economic and commercial security of our region, that is to say, Lévis, Chaudière-Appalaches, and the greater Quebec City area. Yeah, thanks for the question. I think with regards to the third link, that the burden of proof to demonstrate the need is clearly lies with the provincial government, and I understand, and quite frankly, I share the deep skepticism that the population here in my riding in Quebec City, but across Quebec have with regards to this project, because when you look at the timeline, it was promised before general election, it was abandoned 6 months later, with with Minister Guilbeault, with very credible data in front of the media explaining why there was no need for a third link, and now it was revived after a by-election, and now it's resuscitated on a totally different justification, which is economic security. I think, and economic security, yet today I hear about poll numbers, and I hear about the need because of the demand for the general population, so not for merchandise. So I think it's a steep burden of proof to surmount for the provincial government in that there is a need for a third link, but it's the Quebec government's project, and we'll follow it very closely. Si je peux juste ajouter en français sur la proposition qui a été faite par M. Duclos la semaine dernière, là, je veux juste vous dire que on a fait des vérifications et je vous confirme que le ministère québécois des Transports a étudié ce scénario et qu'il en est arrivé à la conclusion que c'est une solution qui n'est pas envisageable. À 3 voies, comme c'est le cas présentement sur le pont de Québec, les camions ne peuvent pas passer. Tu ne peux pas avoir 3 camions qui passent de large avec le pont de Québec, notamment à cause de la largeur, mais aussi à cause de la hauteur. Et si on abaissait le tablier, comme le propose M. Duclos, il faudrait retrancher une des 3 voies, donc passer de 3 à 2 voies. Alors, vous imaginez la congestion que cela créerait. Et par ailleurs, pour abaisser le tablier de la sorte, il faudrait fermer le pont pendant une longue durée de temps, ce qui évidemment causerait des problèmes majeurs pour ce qui est de l'accès de l'accès au pont et bien sûr en termes de fluidité de la circulation. Je note que l'Association du camionnage du Québec elle-même juge que la solution de M. Duclos ne tient pas la route. Et donc, je réitère, et nous réitérons comme gouvernement que nous avons besoin d'un nouveau lien autoroutier pour assurer la sécurité économique de Chaudière-Appalaches et de la capitale nationale. Bonjour à vous tous. Monsieur Drainville, encore une fois, une question sur le 3e lien. Vous parlez de rebâtir la confiance. Vous avez fait référence à une feuille de route. Cette feuille de route-là, concrètement, quelle est-elle? Qu'est-ce qui est nécessaire pour rebâtir la confiance des électeurs des Québécois par rapport aux intentions du gouvernement? Ça prend des échéanciers, ça prend des chiffres. Est-ce que ça doit arriver rapidement? Vous avez aussi fait référence, désolé, ma question est longue, mais au tramway.
Le tramway, il y a des dates là, d'inscrites dans le rapport de CDPQ Infra. 2030, peut-être la livraison d'une première ligne. Est-ce qu'il y a des dates pour le troisième lien? Est-ce qu'il y a un échéancier, une feuille de route précise à présenter aux Québécois? Comme l'a annoncé le premier ministre la semaine dernière, il y aura un comité interministériel qui va piloter le dossier du nouveau lien, qui sera dirigé par la secrétaire générale du gouvernement, Mme Savoie. Et par ailleurs, l'intention du gouvernement, c'est de faire appel aux meilleurs experts internationaux pour nous aider dans la planification et la réalisation de ce chantier. Mais ça nous amène avant les prochaines élections ou après? Qu'est-ce que ça prend pour que... Avant, mais avant quand? Écoutez, on vous a fait l'annonce la semaine passée, là. Ça avance. On va vous revenir quand on aura d'autres annonces à vous faire, mais je pense que la semaine passée, c'était quand même une grosse annonce. Maintenant, il faut s'organiser pour faire la planification et la réalisation des travaux. Il faut faire les choses correctement, sans perdre de temps. Correctement, méthodiquement, sans perdre de temps. Mais le début des travaux, la première pelletée de terre. Méthodiquement, sans perdre de temps. Voilà. Peut-être dernière question. J'en ai juste une dernière pour vous, M. Drainville. Comme ministre de l'Éducation, à moins que je ne m'abuse, vous promouvez des bonnes pratiques, se baser sur des études pour revoir les bonnes pratiques en éducation, mais comment est-ce que vous pouvez appuyer un projet sans études probantes ou données probantes pour l'appuyer? Est-ce que ce n'est pas un peu contradictoire? 10 500 camions par jour. Un pont. 10 500 camions par jour, un pont. Est-ce que c'est votre Si on perd ce pont-là, il faut passer par Trois-Rivières. Vous trouvez que ça a du bon sens, ça? Je vous pose la question. Est-ce que vous trouvez que ça... Vous n'avez pas d'opinion? C'est pas mon avis. Bien, ce n'est pas votre avis. Vous trouvez que ça a du bon sens, donc, que si on échappe la porte, qu'on fasse passer 10 500 camions par le pont de Trois-Rivières? C'est à vous que je vous pose la question. Oui, c'est ce que je répondais quand j'étais journaliste. Alors, vous avez votre réponse, madame. Merci. C'est ce qui complète le point de presse. Merci. 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 Merci, Joël. Ça fait plaisir. Bravo à ton équipe.